Dans la période la plus ancienne, c'est-à-dire à l'époque du mandat britannique, il y a eu différents plans de partage, on a eu trois. Et donc, en effet, les trois plans de partage prévoyaient la création d'un État arabe et d'un État juif en Palestine. Mais en 1948, il n'y a qu'un seul État qui a été créé, c'est l'État juif. Sinon, la question de l'État arabe, elle est revenue à partir du moment où l'Organisation de libération de la Palestine a abandonné le projet d'une libération de la Palestine, c'est-à-dire de revendication sur la totalité de la Palestine, et revenir sur l'idée d'une constitution d'un État palestinien qui, pour des raisons évidentes, ne pouvait se faire que sur les territoires arabes occupés en 1967. Et donc, c'est là où a été créé l'État de Palestine avec la proclamation de l'État de Palestine de mémoire en 1989 à Alger. Il faudrait vérifier, mais de mémoire, c'est ça. Et depuis, donc, ça a été toujours la doctrine du Fatah et de l'OLP, qui était la création des deux États. Voilà, les autres solutions, elles ont été évoquées à l'époque du mandat britannique. C'était alternative au projet de création de deux États. Il y a eu un projet dit de cantonalisation, c'est-à-dire le problème des deux États, c'est le problème qui est une homogénéité à l'intérieur de l'espace de l'un et de l'autre. Donc une solution, diviser la Palestine en cantons arabes et juifs, évitait la difficulté de l'homogénéisation, et donc chaque canton gérait ses propres affaires, avec une instance supérieure pour régler les problèmes communs. Alors c'était souvent dans le cadre encore d'une sorte de poursuite du mandat britannique, et ça aurait été peut-être les Britanniques qui auraient géré les intérêts communs. Il y a eu aussi les projets de fédération, c'est-à-dire intégrer un État juif à l'intérieur d'un ensemble d'États arabes, de telle façon que ces États arabes neutralisent le danger que pouvait constituer un État juif dans la géopolitique du Proche-Orient. Mais immédiatement, quand ces projets d'États arabes ont été soumis, les États arabes ont été méfiants en disant c'est le moyen qu'ils auront pour étendre leur influence, leur contrôle sur notre économie, notre société. Et puis, bon, il y a les projets de Palestine homogène, Israël-Palestine homogène, et c'était un peu l'adoption du système du confessionnalisme politique à la libanaise, c'est-à-dire un État unique avec partage des compétences, comme le font les communautés au Liban. Donc ces différents projets ont été essentiellement tous évoqués avant 1948 et ont cessé de l'être depuis, bien que justement aujourd'hui un certain nombre d'Arabes de Palestine considèrent que comme la solution des deux États est devenue impossible, il faudrait peut-être revenir à un État unique. Là, c'est plutôt des milieux intellectuels et autres, parce que les deux États restent le discours officiel. Mais il y a des gens qui disent que la situation sur le terrain ne permet pas. Et donc, en même temps, c'est un moyen de pression sur Israël, puisque revenir à un État unique mettrait l'État juif en minorité, enfin la population juive assez rapidement en position de minorité. Et de toute façon, le but du sionisme étant de créer un État juif, ça impliquait de la diminution du nombre d'Arabes pour qu'il ne soit qu'une étroite minorité. Et dans tous les projets qui ont été évoqués à l'époque du mandat britannique, la question était toujours la question de qui sera la majorité, de qui sera la minorité. C'est la question cruciale, parce qu'à la limite, les Arabes pouvaient accepter une certaine immigration juive. Ils avaient proposé, par exemple, que la population juive soit un tiers de la population totale, et donc l'immigration juive devait stabiliser la présence juive à ce tiers, puisque la démographie arabe était plus importante. Voilà, donc c'était des projets qui avaient été soumis, mais
les sionistes ont toujours considéré que s'ils étaient venus en Palestine, ce n'est pas pour être une minorité dans un État arabe, mais pour constituer un État juif. Ah bah, la paix n'a jamais eu lieu depuis un siècle, en quelque sorte, parce que même il y a eu des périodes de calme à l'époque du mandat britannique, et à la fin des 50, aux années 60, mais il y a un tel passif que la paix n'est pas une raison immédiate. Dans le processus d'Oslo, on pouvait espérer, mais il a échoué parce que tout simplement, Oslo n'a pas réussi à être une décolonisation. Et donc, c'était la poursuite de l'occupation, de la domination par d'autres moyens. Et c'est donc pour ça que le processus a échoué. Aujourd'hui, c'est encore plus simple, si on veut dire, 200 000 colons à Jérusalem-Est et 500 000 en Cisjordanie. 500 000 dans une bonne partie sont armés, qui sont des nationalistes religieux radicaux. Aucune force dans l'État d'Israël n'aurait la capacité d'imposer une décolonisation de la Cisjordanie aujourd'hui. Quand on pense que Rabin a été assassiné justement parce qu'il était accusé de vouloir supprimer une partie de la présence israélienne en Cisjordanie, on n'est plus du tout sur les dimensions des années 1990. Oui, pour l'instant, elle radicalise les positions des uns et des autres. Il y a un traumatisme puissant dans la société israélienne avec des appels au meurtre, au génocide ou à l'expulsion, tout simplement. Et il y a des violences quotidiennes en Cisjordanie et même aussi envers les Arabes israéliens. Donc, les tensions sont extrêmement fortes. Et puis, de toute façon, par rapport aux années 90, et même avant, les opinions publiques arabes et juives se sont déportées de plus en plus vers une droite religieuse des deux côtés. Oh bah, les pays arabes n'ont rien à faire, puisque justement, on est glissé progressivement de ce qu'on appelait le conflit israélo-arabe, qui était une opposition des États arabes par rapport à Israël, donc type de revendication classique interétatique, enfin de conflit interétatique. Ce conflit interétatique a été progressivement neutralisé, ne serait-ce que 2 des 4 États directement concernés, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, ont signé un traité de paix. Quant à la Syrie, il est en lambeaux, et le Liban, c'est à peu près pareil. Et, il y avait toujours un rêve israélien qui aurait été de envoyer les Palestiniens au diable, c'est-à-dire les plus loin possible dans le monde arabe. Mais ce n'était pas possible d'abord parce que les autres n'en voulaient pas. Et puis de toute façon, ça ne faisait que transporter le problème. Je veux dire, vous pouvez les expulser à 100 km, à 500 km ou à 2000 km, vous serez toujours entouré d'une ceinture de haine. J'ai des amis qui ont travaillé à l'ONU, ils vous disent que l'ONU, ce n'est que la somme de ses composantes. C'est-à-dire les États membres, même s'il n'y a pas d'autonomie de l'institution, c'est les États membres qui commandent un Conseil de sécurité. Alors l'ONU est très présente par le biais de l'UNRWA. On calcule qu'il y a entre 130 et 150 employés de l'UNRWA qui ont été tués depuis le début du conflit dans la bande de Gaza. Et donc, elle est en train d'entrer en cessation d'activité parce qu'elle n'a plus les moyens d'agir.